Donc, bonjour à tous, je m'appelle Chris Doran. Je suis un spécialiste des ventes techniques pour ITM Instruments. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui présenté par ITM Université. Aujourd'hui, on a légèrement modifié nos plans pour cet webinaire. À l'origine, nous voulons couvrir aujourd'hui les points faibles courants pour la recharge de VE et l'énergie solaire. Cependant, à la mesure de nos préparations, il est devenu évident que nous n'aurions pas assez de temps pour couvrir ce sujet-là. Donc, compte tenu de cela, nous avons décidé qu'il serait préférable de vous concentrer sur la tendance solaire et les systèmes PV, de dépanner les systèmes PV en toute sécurité. Ça, c'est le webinaire et le sujet de le webinaire aujourd'hui. On va vous tenir au courant pour le scheduler pour l'autre sujet à l'occasion, je pense, aux nouvelles années. On verra. Donc, durant la présentation, on couvrait assez d'informations là-dessus. Donc, on vous encourageons de poser toutes vos questions à la fin de la présentation durant la période questions et réponses. Si vous avez des questions durant la présentation, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction de questions pour soumettre toutes vos questions. Et encore, on va les toutes répondre durant la portion du questions et réponses à la fin de la présentation. ITM Fluke travaille en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être l'un des principaux distributeurs au Canada. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise en matière de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation contrôle ayant suivi plusieurs formations de perfectionnement en métrologie, thermographie, analyse de vibration, infiltrométrie, ultrasons et analyse de puissance. Représentant technique en équipement de test en mesure depuis 30 ans, donc plus de 25 ans pour ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Bon, eh bien, bon matin tout le monde. Comme Chris mentionnait, là, en développant le programme d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que d'essayer de tout couvrir en même temps, ce serait du domaine de l'impossible. Fait qu'on a préféré faire de quoi de plus concentré sur aujourd'hui tout ce qui touche le solaire et le PV, qui sont des cellules photovoltaïques. Donc, c'est ce qu'on va travailler également aujourd'hui. Côté plan de cours, on va regarder le dépannage du système, mais on va regarder toutes les tendances au niveau du solaire. Par la suite, on va regarder c'est quoi un système photovoltaïque, donc qu'est-ce que ça inclut, le rôle critique dans le solaire, comment travailler en toute sécurité, avoir les bons outils pour le travail, puis on va regarder les différentes possibilités au niveau du dépannage, soit des panneaux photovoltaïques, soit des charges, des onduleurs, des boîtes de combinaison. Donc, on va réellement essayer d'aller décortiquer en total qu'est-ce que c'est qu'un vrai système photovoltaïque. Parce qu'on pense toujours aux panneaux solaires, mais le panneau solaire, c'est juste une partie du système. Parce que c'est un peu comme un banc de batterie. Donc, le panneau solaire, on va avoir nos bancs de batterie, mais les batteries, c'est du DC, puis nos industries, nos maisons, et ainsi de suite, travaillent en AC. Donc, il faut qu'on trouve une façon là, de transformer notre DC en AC, puis ça demande beaucoup d'expertise au niveau du troubleshooting. Fait qu'on va regarder là, les différentes choses. Ce qui est intéressant, c'est que le solaire, c'est réellement en grande évolution. On parle, là, si on regarde les installations solaires, une croissance de près de 20% par année avec une capacité record en ce moment de 23,6 gigawatts. Donc, ça en vient la nouvelle source. Les générations, lorsqu'on veut générer de l'électricité, ben en ce moment, 46% de ce qui est ajouté est du solaire. Même au niveau communautaire, au niveau résidentiel,
on est en train d'augmenter. Donc, c'est plus juste de dire, « Ah, moi, j'ai une maison à l'autre bout du rang d'un rang que je n'ai pas d'électricité disponible, je vais me mettre des panneaux solaires. » Non, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'initiatives à vouloir s'autogénérer, que ce soit pour réduire simplement la demande au niveau des heures de pointe, donc d'avoir notre propre réseau nous permet de pouvoir s'autogérer puis de ne pas créer une charge supplémentaire au réseau lors des crêtes et ainsi de suite. Donc, on peut ajouter des panneaux solaires pour ça. Il y a même à cette heure des échelles, des installations à grande échelle. Donc, c'est plus juste, comme je disais tantôt, 2-3 panneaux solaires pour alimenter une maison. Ça va être également des parcs de panneaux solaires qui vont générer énormément d'électricité. Si on regarde aux États-Unis, ça, c'est toutes des tendances américaines, mais le Canada est quand même très proche. On a de plus en plus, nous autres aussi, nos panneaux solaires. Puis si on regarde aux États-Unis, ben c'est rendu que le Texas a dépassé la Californie au niveau des ajouts de capacité. Texas, qui est pourtant un gros pollueur au niveau de la pas la consommation, mais la production là, de pétrole et ainsi de suite. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin des sources supplémentaires. Puis en ce moment, ben, le Texas dépasse la Californie. Souvent aussi, on va être porté de penser que le climat canadien nous empêche d'avoir des panneaux solaires. Mais c'est pas réellement un problème, dans le sens que oui, on a moins d'heures d'ensoleillement durant l'hiver, mais il y a quand même du soleil. Le soleil est là, puis il est quand même assez fort. Il y a même des endroits dans le Grand Nord, à moins 40, qu'on est en train de faire des installations avec des panneaux solaires. Donc, c'est pas de limiter de dire qu'il faut absolument que tu sois dans un pays sud pour avoir le soleil continuellement. Non, même ici, on en a quand même suffisamment. Ça peut être, comme je disais tantôt, de vouloir simplement prendre un quartier dans une ville, puis on pourrait mettre des panneaux solaires disponibles pour générer assez d'électricité pour aller chercher ce qu'on a besoin au niveau de cette section-là ou de ce quartier-là, ou de simplement pouvoir réduire la consommation de pointe. Quand on regarde l'énergie solaire à l'échelle utilitaire, bien là, à ce moment-là, on parle également de grands parcs, où là, on va avoir des capacités avec plus que 1500 volts. Donc, on va avoir assez de cellules photovoltaïques pour générer plus que 1500 volts. À ce moment-là, on veut s'assurer que les panneaux ne dégradent pas trop rapidement. Donc, on va surveiller ça. On va collecter des résultats pour vérifier toutes nos différentes composantes pour être sûr et certain qu'on est efficace. Mais c'est la même chose au niveau résidentiel et commercial, sauf que la différence, c'est à plus petite échelle. Mais à la base, c'est quand même la même chose. On va avoir un système avec des panneaux solaires, on va accumuler l'énergie. Il faut qu'on trouve une façon de garder cette énergie-là. Puis, il faut aussi, comme je disais tantôt, la convertir en AC. Fait que si on regarde étape par étape, c'est quoi un système photovoltaïque? C'est quoi un système de panneaux solaires? Bon, à la base, c'est sûr, on a les panneaux solaires. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Une seule cellule photovoltaïque contient des semi-conducteurs capables de convertir la lumière du soleil en électricité. Les cellules photovoltaïques ne génèrent qu'une quantité limitée d'énergie. Donc, on ne peut pas juste prendre une petite cellule pour s'alimenter. Ça va en prendre plusieurs. Puis là, à ce moment-là, on va les connecter ensemble pour créer un seul panneau solaire. Donc, un panneau solaire, c'est une multitude de petites cellules photovoltaïques qui sont reliées ensemble. En travaillant ensemble, plusieurs cellules photovoltaïques vont générer des courants plus élevés. Puis à ce moment-là, on va avoir des quantités d'énergie plus grandes. Les cellules photovoltaïques sont des composantes principales d'un panneau solaire, tandis que les panneaux solaires sont une composante essentielle d'un système solaire. Donc, quand on regarde notre infrastructure solaire, bien, le panneau, oui, c'est une des composantes majeures. En réalité, s'il n'y avait pas de panneau, on ne parlerait même pas aujourd'hui de système solaire, mais c'est une partie du système. Donc, la première étape, c'est d'avoir la quantité de panneaux suffisants, installés à un endroit adéquat, c'est sûr,
pour prendre l'énergie du soleil et transformer ça en électricité qu'on va pouvoir se servir. Par la suite, ben là, on va avoir besoin des boîtes qu'on appelle des boîtes de combinaison. Un boîtier de combinaison solaire va combiner la sortie de nombreuses chaînes de cellules photovoltaïques pour les envoyer après ça à un onduleur. Généralement, il va abriter des ensembles de fusibles de protection contre les surintensités, etc. Donc, on a besoin d'avoir un minimum de protection parce que si on a un problème, on ne voudrait pas faire tomber tout le réseau complet. Fait qu'on va avoir localement des fusibles de protection, et ainsi de suite. Fait que s'il y a une surintensité, on va pouvoir arrêter à cet endroit-là. Les mesures et les calculs d'ampérage vont être cruciaux pour déterminer si les générateurs photovoltaïques fonctionnent correctement. C'est sûr et certain que tout de suite en partant, on n'a pas le choix de vérifier certaines mesures à ces endroits-là. Par la suite, ben là, on va tomber dans le système de stockage. Puis la meilleure façon de stocker de l'électricité, surtout en DC, ben c'est quoi? C'est avec des bancs de batteries. Fait que les batteries saines doivent maintenir la capacité supérieure à 90% de la cote du fabricant. La plupart des fabricants vont recommander de remplacer la batterie si la capacité tombe en dessous de 80%. La dégradation de la plaque, une température élevée soutenue ou une augmentation de la résistance de plus de 20% par rapport à la ligne de base ou à la mesure précédente sont des signes de défaillance. Des tests réguliers sont nécessaires pour garantir des performances optimales et éviter les temps d'arrêt. C'est de moins en moins pire, mais il y a encore beaucoup d'endroits où on prend les batteries pour de l'acquis. Moi, je me souviens d'avoir été dans une usine, là, peut-être 15-20 ans, lorsqu'on a commencé à parler des systèmes de vérification de bancs de batteries, pour me rendre compte qu'il y avait dans certaines usines des bancs de batteries que les gens avaient oubliés ou qui avaient zéro maintenance. Puis ces batteries-là, c'était pour le backup au niveau de l'usine. Ben, c'est la même chose avec vos panneaux solaires. Si on ne fait pas l'entretien, si on ne vérifie pas l'état de nos batteries, ben, comment qu'on peut s'assurer qu'ils vont être en mesure de garder l'énergie requise? Puis ça, c'est un des points faibles qu'il faut faire la suivi. Donc, vérifier les batteries, c'est quelque chose d'important. Les onduleurs. Ben, les panneaux solaires vont générer de l'électricité en courant continu et des onduleurs solaires sont nécessaires pour convertir l'énergie du courant continu en courant alternatif afin d'établir une connexion au réseau électrique. Ça encore là, il va falloir qu'on fasse des vérifications régulières de la tension d'entrée en DC et de fonctionnement et des niveaux de courant de l'onduleur sont nécessaires pour s'assurer qu'ils produisent la sortie correcte. Fait que ça vous prend des équipements capables de faire autant de vérifications en AC qu'en DC. Fait que si vous avez une bonne pince ampérométrique en AC seulement, ben, il vous manque une partie de l'information. Ça vous prendrait probablement quelque chose pour aller voir le DC aussi. Une vérification régulière des niveaux de tension et de courant de sortie du côté CA de l'onduleur sont également nécessaires. Est-ce que je génère la quantité d'électricité que mon système a besoin? Est-ce que je génère la capacité que mon système a besoin? Fait que ça, c'est toutes des petites choses qu'il faut qu'on prenne en considération. Finalement, dans les systèmes d'un peu plus grande envergure, bien là, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle les sous-stations de transmission. Où là, à ce moment-là, la sous-station électrique, c'est l'interface clé entre le réseau électrique et les installations renouvelables. Toutes les sous-stations nécessitent un programme de maintenance complet, y compris le test des transformateurs, des disjoncteurs, des batteries, des chargeurs, des relais, des interrupteurs de circuit d'isolement, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de tests qui doivent être faits. Fait que la job au niveau de la maintenance de ces systèmes-là, quand on regarde chacune des composantes, on a des tests à faire aux différents endroits.
Mais c'est qui va être impliqué là-dedans? Il y a une panoplie de techniciens ou d'ingénieurs qui vont être impliqués, que ce soit au niveau de la conception, au niveau de l'installation, juste au niveau de conseiller. Donc, c'est où est-ce qu'on doit le mettre. Puis par la suite, il y a les responsables d'exploitation. Fait que ça, on regarde un par un. Le concepteur du système photovoltaïque. Bon, lui, il va commencer par élaborer les plans de câblage de l'installation du système photovoltaïque pour s'assurer que le système va produire une alimentation fiable et constante. Il va s'assurer également que les systèmes sont installés conformément aux normes électriques et de construction applicables. Fait que réellement, le concepteur des systèmes photovoltaïques va s'assurer de qu'est-ce qu'on va installer, comment on va l'installer, puis va s'assurer que l'installation est faite adéquatement. Le technicien solaire, lui, sa responsabilité, ça va être l'assemblage. Donc, une fois que la conception a été faite, puis on a déterminé ce qui doit être fait, puis comment ça doit être fait, ça nous prend quelqu'un pour le faire. Là, à ce moment-là, le technicien, lui, va arriver, puis il va s'occuper de tout ce qui est l'assemblage, l'installation, l'entretien des systèmes de panneaux solaires. Technicien d'entretien, les techniciens entretiennent régulièrement les systèmes existants et vont aussi trouver les problèmes de défaillance et les dysfonctionnements de l'équipement. Au niveau du technicien, lui, il va faire toute la partie, sauf il ne va pas au niveau de la sous-station. Donc, lui, il va s'occuper de faire l'installation au niveau des panneaux solaires, des boîtes de jonction, des systèmes de stockage de batterie, des onduleurs, mais il n'ira pas au niveau de la sous-station. Le conseiller, lui, il va étudier le profil de charge du site et les conditions environnementales. Fait que lui, c'est sûr que sa job, c'est de s'assurer, à quel endroit que ça serait le mieux de pouvoir placer les panneaux. Donc, il va regarder c'est quoi la consommation annuelle d'énergie que le client utilise, c'est quoi l'irradiance solaire qu'il a besoin. Puis ensuite, il va regarder qu'est-ce que ça va prendre pour s'assurer que la capacité du système afin d'assurer une alimentation fiable et constante. On sait combien on a besoin d'électricité, c'est le conseiller qui va pouvoir valider combien de panneaux et ainsi de suite qu'on a besoin, puis à quel endroit ils devraient être installés. Le responsable de l'exploitation, lui, c'est le représentant du client. Lui, il est responsable de toutes les opérations. Il va coordonner toutes les activités qu'on a vues avant, de maintenance, s'assurer que le système est installé et fonctionnel et produit une alimentation fiable et constante. Fait que le responsable, lui, une fois que tout a été finalisé, c'est lui qui prend en charge le système et qui s'assure du bon fonctionnement du système. Quand on parle des inspections solaires, qu'est-ce qu'il faut inspecter? Si on regarde au niveau de l'infrastructure ou des composants, il faut vérifier toutes les connexions et les terminaisons de câblage. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de relâchement, qu'il n'y a pas de corrosion. Donc, est-ce que mes fils commencent à être lousses? Est-ce que j'ai des problèmes de corrosion? Donc, ça, c'est une base, ça doit être fait. Les faisceaux de câblage, est-ce qu'ils sont bien emballés? Est-ce qu'ils sont protégés? Donc, quand on parle des faisceaux de câblage, également, là, toutes les traits de câble, on pourrait dire en québécois. Donc, c'est de s'assurer que tout est bien emballé, bien protégé pour pas qu'il y ait de problème au niveau du système. Les générateurs photovoltaïques, est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils ont des dommages? Est-ce que la structure est saine? Au niveau du toit, est-ce que si j'ai une installation sur le toit, est-ce que tout est bien scellé contre les intempéries puis les pénétrations? Est-ce que je vais avoir des problèmes de liquide qui vont pénétrer, pas de liquide, mais d'eau qui va pénétrer dans le building? L'entretien de la batterie doit inclure le nettoyage, l'ajout d'électrolytes dans certains cas, l'égalisation de charge et le remplacement si nécessaire. Ça, on ne mentionnera pas assez souvent, mais les pannes de batterie sont hyper importantes. Et l'entretien des batteries fait partie de ça. Donc, si on regarde au niveau du dépannage des panneaux solaires, qui est-ce qui s'en occupe? Au niveau du dépannage des panneaux solaires, dépendant de l'étape de la conception, donc il y a
plusieurs personnes possibles qui pourraient s'en occuper. Quels équipements qu'ils vont avoir dans leur trousse à outils, puis où est-ce qu'ils vont aller. Donc, si on commence par les panneaux solaires voltaïques. Première des choses, il va falloir qu'on vérifie la tension et le courant de sortie de l'ensemble du système au niveau de l'onduleur et du système de mesure. Deux scénarios potentiels. Un, une partie ou la totalité du système photovoltaïque est en panne et qui ne produit rien. Deuxièmement, bien, ça peut être que la sortie du système photovoltaïque est inférieure aux attentes. Fait qu'on a besoin de mesurer la tension et le courant à ces endroits-là. Il faut s'assurer que tout est beau. On va faire le transfert des câblages de façon individuelle vers l'arrière depuis le concentrateur. Donc, s'il y a une problématique, on va partir de la fin, puis on va remonter pour essayer de trouver d'où vient le problème. On va vérifier visuellement l'ensemble du système pour tout dommage évident ou toute connexion accidentelle. Une fois qu'on a trouvé le module ou les baies défectueux, bien là, à ce moment-là, on va vérifier tous les fils, les interrupteurs, les fusibles, les disjoncteurs. Donc, on va essayer également de troubleshooter pour réparer la section défectueuse. On va remplacer les fusibles grillés, réinitialiser les disjoncteurs et les interrupteurs. On va vérifier si les fils sont cassés, si les connexions sont desserrées ou sales. On va remplacer et nettoyer au besoin. Il faut qu'on soit à l'affût des connexions desserrées entre les modules. Ça peut être desserré et avoir causé un manque de contact. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on doit faire. Fait que pour ça, bien, on a besoin d'un minimum d'équipement. On a besoin au minimum d'un multimètre ou d'une bonne pince ampère-métrique, une caméra thermique pour vérifier les connexions électriques. Ça peut être de quoi qui va faciliter notre ouvrage. Donc, c'est toutes des choses où est-ce qu'on va avoir besoin d'équipement. Il y a quand même beaucoup de vérifications à faire. Fait que ça, on regarde au niveau ensuite des boîtiers de combinaison. Bien, ça peut être un endroit idéal pour dépanner le système quand les fils individuels de tous les modules sont ramenés. Au lieu de s'en aller aux différents panneaux, bien, en allant au boîtier de combinaison, bien, on va moins avoir à se dépanner. Chaque module peut avoir un fusible qui doit être vérifié avec un multimètre ou une pince ampère-métrique appropriée. On peut voir des problèmes de câblage et des connexions desserrées. Ça peut également, qui peuvent également amener un module à produire une tension trop faible. On peut vérifier toutes les connexions de câblage. Si la sortie d'un module est faible, bien, cela peut signifier que la section individuelle des cellules est défectueuse. Ceux-ci peuvent être localisés au niveau de la boîte de jonction à l'aide d'un multimètre ou d'une pince ampère-métrique. On va vérifier chaque jonction jusqu'à ce qu'on trouve le coupable. Donc, on a une problématique, bien, on va regarder section par section pour isoler le problème. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Un technicien, c'est sa job, c'est de trouver le problème. Fait qu'on va juste se servir des outils qu'on s'est déjà servis dans le passé, puis on va continuer avec. Lorsqu'on arrive au niveau des charges, bien là encore là, bien, c'est quoi qu'on a besoin, puis c'est où est-ce qu'il faut aller. Fait que lorsqu'on s'en va au niveau des charges, bien, le système des photovoltaïques va être utilisé pour faire fonctionner les charges électriques du bâtiment. Tout problème avec les charges va aussi affecter le système. C'est sûr et certain que si demain matin, tu as un système tu as des moteurs, puis tes moteurs sont rendus tellement usés qu'ils demandent plus d'énergie que normal, ben, à un certain moment donné, tu vas peut-être écraser ton réseau. Il faut que tu ailles aussi vérifier au niveau de tes charges. On va vérifier les interrupteurs de charge, les fusibles, les disjoncteurs avec un multimètre ou une pince ampère-métrique. On va regarder si la tension est présente et adéquate à la connexion de la charge. On va aussi utiliser un multimètre ou une pince pour vérifier les fusibles et les disjoncteurs. Si on trouve des fusibles grillés, bien, c'est sûr qu'on va les remplacer. Si on trouve des disjoncteurs qui sont déclenchés, on va essayer de comprendre pourquoi ils se sont déclenchés. Puis on va réparer et remplacer les composants. C'est bien beau changer le fusible, c'est bien beau de remettre le disjoncteur en fonction. Bien, il y a une raison pourquoi ça a sauté. Des fois, de faire des vérifications un peu plus approfondies va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Si la charge est un moteur, c'est un disjoncteur thermique interne peut être déclenché parce que le moteur a surchauffé, puis c'est ça qui s'est produit.
ou il peut y avoir un enroulement ouvert dans le moteur, etc. À des fins de test, branchez une autre charge pour voir si elle fonctionne correctement. Comme pour tout système électrique, vérifiez s'il y a des fils cassés, des connexions desserrées, nettoyer toutes les connexions sales, remplacer tous les mauvais câblages. Avec l'alimentation coupée, on peut vérifier puis réparer les défauts de mise à la terre, parce que ça aussi, ça peut être partie de la problématique. Si des fusibles ou des disjoncteurs sautent ou se déclenchent à nouveau, ben, il y a un court-circuit qu'on n'a pas localisé puis qu'il faut qu'on répare. Si la charge ne fonctionne pas toujours correctement, vérifiez la tension du système au niveau de la connexion de la charge. Ça peut être que la taille du fil peut être trop petite et doit être augmentée. Ça peut être aussi que les fils qui s'en vont là sont trop longs. Tu sais, à un certain moment donné, il y a des limites. La grosseur du fil va laisser passer une certaine quantité de courant, mais sa longueur aussi va nous limiter. Normalement, lorsque ça arrive, on va voir une baisse de tension à la charge. C'est-à-dire que si tu as un moteur qui est sur un filage trop petit ou avec un câble qui est beaucoup trop long, bien, chaque fois que le moteur va démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va écraser la tension. Donc, on va avoir des baisses de tension. Dans ce cas, on va réduire la charge du circuit ou on va changer le filage. Quand on parle de tests pour trouver la source du problème, parce que ça peut être, des fois, les sources sont dures à trouver, bien, si on y va avec un oscilloscope, un exemple, bien là, ça devient intéressant. Parce qu'en même temps, je peux prendre un canal pour aller vérifier ma tension. Puis, je peux en prendre un pour aller vérifier mon courant. Normalement, le réseau qui va être celui qui génère le trouble, donc si je suis à l'extrémité de mon câblage ou si mon câblage est trop petit, puis chaque fois que mon moteur, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être une friteuse dans un restaurant, ça peut être un compresseur, mais à chaque fois qu'il va y avoir une demande électrique, on va voir le courant monter, puis en même temps, on va voir la tension diminuer. À l'inverse, si je m'en vais un peu plus en amont, bien là, à ce moment-là, ce que je vais voir, c'est que les autres circuits, au lieu de voir une baisse de tension lorsque j'ai une montée de courant, les autres circuits qui vont être influencés par ce circuit-là, ce qu'on va voir, ça va être une baisse de tension et une baisse de courant. Ça me fait une façon assez rapide avec un bon appareil de pouvoir suivre mes différentes interconnexions pour trouver est-ce que je suis à la source qui génère le problème ou est-ce que je suis à un endroit qui fait simplement subir les répercussions du problème qui a été créé à l'autre endroit. Puis là, à ce moment-là, je vais être en mesure de me rendre au bon réseau, au bon circuit plus rapidement. Donc, lorsque c'est la perturbation au niveau de la charge, le courant de démarrage en aval va provoquer un creux de tension. Puis, la perturbation au niveau de la source, bien, le creux de tension en amont va provoquer peu de variation ou une baisse de courant. On est rendu maintenant aux ondulaires. Bien là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin, puis où est-ce qu'on va? Vous travaillez probablement avec déjà des systèmes avec des drives à fréquence variable. Donc, on est habitué de vérifier l'alimentation AC et DC. L'onduleur d'un système photovoltaïque peut également tomber en panne à cause des problèmes. L'onduleur convertit le courant continu du système photovoltaïque en courant alternatif utilisable. Si l'onduleur ne produit pas la sortie correcte, vérifiez d'abord et enregistrez la tension d'entrée en DC de fonctionnement et le niveau de courant de l'onduleur. Donc, on veut vérifier la première partie, qu'est-ce qui rentre? Est-ce que j'ai la bonne chose qui rentre? C'est bien beau passer notre temps à essayer de regarder l'onduleur. Si mon problème vient du fait que je ne génère pas la tension que je devais, en continu que je devrais avoir, bien, ça ne me donne à rien d'essayer de troubleshooter l'onduleur, parce que le problème vient d'avant. Par la suite, du côté AC, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la tension et la sortie et les niveaux de courant de l'onduleur. Beaucoup de ces systèmes ont un écran
qui nous indique les performances actuelles de l'onduleur. Donc, on peut simplement prendre des mesures de tension, courant, si on a un analyseur de puissance, de mesurer les kilowatts, puis on va pouvoir comparer l'afficheur et l'onduleur. Est-ce que mes appareils de mesure me donnent la même chose que mon système, que mon afficheur sur l'appareil? Si c'est pas pareil, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. On devrait avoir des lectures similaires. Donc, si possible, on va utiliser l'affichage de l'onduleur pour afficher le total actuel des kilowattheures. On va noter cette valeur-là, puis on va la comparer à celle enregistrée lors de la dernière inspection. Donc, on est capable de vérifier est-ce que j'ai généré le nombre de kilowattheures que je m'attendais de générer. Du côté CC, on peut utiliser un multimètre ou une pince pour vérifier l'alimentation CC et enregistrer les lectures. Si votre appareil est compatible avec l'application Fluke Connect, mais là, c'est le fun parce que tu peux envoyer tous les résultats directement sur ton téléphone. Fait que tu peux, au fur et à mesure que tu fais tes tests, garder une trace de ça. Si l'onduleur ne produit pas la bonne quantité d'énergie, il peut y avoir plusieurs problèmes qui peuvent tous être facilement vérifiés. Ça peut être encore là, fusible grillé, disjoncteur déclenché, fil cassé. On va mesurer la sortie du côté AC de l'onduleur. La charge de l'onduleur peut avoir une demande de courant trop élevée. C'est sûr et certain que si mes charges sont trop élevées, bien, mon système ne peut pas fournir. Si je fournis 10 kW puis j'ai besoin de 15 kW, j'aurais beau essayer n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Avec un équipement avec un double affichage qui peut indiquer la tension et la fréquence, on est capable de vérifier la sortie CA de l'onduleur fonctionne correctement. Est-ce que j'ai mon 120 volts ou mon 600 volts? Parce que c'est bien du 60 cycles. Si je suis ajusté en 50 cycles, puis j'essaie de générer quelque chose au Canada, bien, 50 cycles, ça marche en Europe, ça marche dans beaucoup de pays, d'autres pays, mais pas au Canada. L'onduleur peut être relié au service public local. Donc, encore là, c'est important qu'il faut que j'aille les mêmes fréquences et les mêmes tensions que le service local a besoin. La sortie de courant de l'onduleur fluctue avec le niveau d'entrée solaire des panneaux solaires. Donc, l'onduleur maintient la tension et la phase de sortie correctement vers le réseau. L'idée de l'onduleur, c'est, même s'il y a une fluctuation au niveau de l'entrée, au niveau des panneaux solaires, bien, lui, sa job, c'est de nous garder ça le plus uniforme possible pour pas qu'on ait une fluctuation continuelle due à l'entrée qui a varié. Tout problème de tension provenant du secteur peut entraîner l'arrêt de l'onduleur. Dans ce cas, contactez le service public pour les réparations. En passant, la durée de vie moyenne d'un onduleur, c'est de 8 à 12 ans. Ce n'est pas éternel. On installe ça, puis avec une bonne maintenance, on va réussir à aller chercher plus d'années, mais la durée de vie moyenne, c'est de 8 à 12 ans. C'est pour ça qu'on doit faire une bonne maintenance. Les boîtiers de combinaison. Bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis c'est quoi qu'on a besoin. Lors du dépannage des boîtiers de combinaison, les mesures et les calculs d'intensité sont cruciaux pour déterminer si le panneau photovoltaïque fonctionne correctement. On va mesurer le courant sur des réseaux individuels ou combiner des mesures de courant, puis ça va nous aider à déterminer si une cellule a mal fonctionné. Une pince ampérométrique avec une mâchoire plus fine, comme la Fluke 393, va nous permettre de prendre plusieurs conducteurs à l'intérieur de la mâchoire pour mesurer le courant combiné. Parce que c'est sûr que si j'ai 10 fils, puis je les mets en même temps dans ma pince, bien, je vais avoir le courant total des 10 fils. Puis ça, bien, c'est capable de faire ça même dans un endroit très restreint puis encomblé, comme dans les onduleurs ou dans les boîtiers de combinaison. Les bons équipements pour le solaire. Ça nous prend des équipements adaptés à la catégorie. Ceux qui ont suivi la dernière formation qu'on a faite sur la sécurité électrique, on expliquait les différentes catégories. Catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, et ainsi de suite. Bon, ben, c'est sûr et certain que dans votre cas, au niveau du solaire, ben, on travaille toujours entre du catégorie 3 et du catégorie 4.
Fait que si les équipements de sécurité que vous avez, les appareils de mesure que vous avez, ne rencontrent pas la catégorie 3 ou la catégorie 4, ben vous n'avez pas les bons équipements, puis vous vous mettez en danger pour rien. Si on travaille à haute altitude, ben encore là, peut-être que les températures vont être différentes, et ainsi de suite. Il y a certains appareils aussi qui vont être limités à haute altitude. Les cordons de test, mais ça nous prend quelque chose de haute qualité. Ça nous prend aussi les bonnes fusibles. Encore là, on voit ça de moins en moins, mais ça arrive. Quelqu'un qui avait un bon appareil avec des fusibles haute énergie. C'est des fusibles qui sont faits spécialement que s'il y a un problème, la fusible va ouvrir puis va empêcher la formation d'arcs électriques. On ne remplace pas une fusible haute énergie par une fusible conventionnelle. Oui, la fusible fait le même job, mais elle n'est pas protégée de la même façon. Donc, assurez-vous, si vous avez une fusible dans un de vos appareils de mesure qui a ouvert, remplacez-la par une fusible, même si c'est plus dispendieux, mais une fusible adéquate. Puis les sondes et les accessoires des sondes, ben, c'est une bonne chose de vérifier la maintenance là-dessus. Souvent, un multimètre, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? Ben, on prend les cordons et on les tourne alentour du multimètre. En faisant ça, on étire le fil à chaque fois. Puis avec le temps, ben, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des problèmes de connexion. Donc, ce n'est pas une bonne pratique à faire. C'est ce que tout le monde fait, mais ce n'est pas une bonne pratique. Avec le temps, ben, ces fils-là doivent être changés. Puis oui, des bons fils, c'est plus dispendieux. Encore là, c'est votre sécurité. Puis tous vos EPI, donc tous vos équipements de protection individuels sont hyper importants. Si on prend un exemple au niveau d'une pince ampère-métrique, ben, c'est sûr que pour les tests qu'on a à faire, comme on travaillait autant sur du AC que sur du DC, ben, ça nous prend une pince qui mesure l'AC et le DC. En plus, quand on parle d'un réseau DC qui peut, surtout au niveau des sous-stations, peuvent aller chercher des très hauts voltages, et ainsi de suite, des très hautes consommations, ben, ça nous prend une pince adéquate. Ça nous prend un équipement qui est capable de mesurer des tensions assez élevées, puis qui va être protégé en conséquence. Ça va nous prendre une mâchoire fine parce qu'on va être capable de passer dans des endroits restreints. Protection, catégorie 3 ou catégorie 4. L'indice de protection au travail extérieur. Donc, minimum IP54. Pour ceux qui ne connaissent pas la norme IP, la norme IP, c'est pour la protection au niveau des liquides, au niveau des intempéries, on devrait dire, et au niveau de la poussière. Donc, le 54 veut dire que c'est un appareil qui va être protégé si jamais il y a des éclaboussures d'eau, mais pas si tu prends une hose à super haute pression et t'envoies ça dessus. À ce moment-là, il faudrait qu'on tombe dans des IP66 et ainsi de suite. Donc, s'assurer d'avoir au minimum un appareil classé IP54 pour du travail à l'extérieur qui pourrait être problématique dû à de la pluie. On va mesurer l'alimentation en DC et en AC. Puis, on veut avoir aussi on veut vérifier la continuité, parce que si on veut vérifier si un fusible est bon, et ainsi de suite, ça nous prend une lecture de continuité. Fait que, un des exemples pour ça, c'est la pince ampère-métrique de Fluke, la 393 FC. FC, ça, c'est pour Fluke Connect, donc c'est une pince qui va être compatible avec les appareils de mesure à distance, avec les téléphones intelligents. Donc, on peut aller enregistrer les données. Puis, c'est une pince qui est catégorie 3, 1500 volts. Donc, c'est également quelque chose côté protection qui est adéquat pour ce genre de travail-là. Compteur d'irradiance. C'est sûr et certain que si j'ai des panneaux solaires, puis qui sont à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas assez de soleil, j'aurais beau faire tout ce que je veux, faire la danse du soleil au lieu de la danse de la pluie, faire n'importe quoi pour augmenter, mais s'il n'est pas placé à bon endroit, il n'y a rien à faire. Donc, avec un compteur d'irradiance, je vais être en mesure de vérifier les performances du panneau et du système lors des enquêtes, des installations et de la maintenance. Donc, ce n'est pas juste en installation, c'est tout le long. J'ai un problème aujourd'hui, est-ce que c'est à cause qu'il y a des conditions qui ont changé?
Quand on a fait l'installation, il y a 5-6 ans, il y a quelqu'un qui a posé une rangée d'arbres, puis là, maintenant, ces arbres-là sont rendus assez gros qui nous créent plus d'ombre que prévu. Donc, si je n'ai pas de façon de me vérifier, je ne pourrais pas. On va déterminer instantanément le rayon solaire en watts par mètre carré. Il y a 4 mesures qui sont critiques. Les gardiens solaires, la température, l'orientation du réseau et l'angle d'inclinaison. Donc, c'est quoi l'angle d'inclinaison au niveau de mes panneaux? Ça nous prend quelque chose avec un écran LCD, avec un contraste élevé, puis avec des chiffres assez grands pour que ce soit lisible, même s'il y a un gros soleil. Ça, c'est un appareil que ça nous prend dans notre trousse à outils. Multimètre numérique. Bien, c'est sûr et certain qu'un bon multimètre, c'est toujours sa place. Un technicien qui n'a pas le multimètre, il est un petit peu limité. Si tu en as un en plus qui est capable de capturer des fluctuations de tension rapides, bien là, c'est bon parce que là, tu peux voir s'il y a des fluctuations. Comme dans le cas du 87, on est capable de capturer des fluctuations de 250 microsecondes. D'avoir quelque chose aussi qui peut travailler sur des systèmes avec des drives à fréquence variable, des BFD. Bien, là, à ce moment-là, ça aussi, c'est bon parce qu'on sait que le signal qui sort d'une drive à fréquence variable, c'est pas un beau sinus traditionnel. Fait que ça me prend une façon de pouvoir m'assurer que mes lectures sont adéquates. Puis encore là, ben, est-ce qu'il rencontre les normes de sécurité que j'ai besoin dans mon secteur? Testeur d'isolation. Ben, c'est sûr et certain que le testeur d'isolation, il a aussi sa place. Ça me prend quelque chose dépendant du réseau qui va peut-être aller jusqu'à 10 000 volts, qui va être idéal pour les équipements haute tension. On peut avoir la configuration à distance, puis la configuration de test avec un démarrage arrêt à distance. Donc ça me permet de façon de faire un test plus sécuritaire. Je peux voir les tendances en temps réel avec un repère visuel facile à voir. Puis, je suis capable aussi de faire des rapports. Donc, de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on parle d'une vérification de l'isolement, c'est plus juste de vérifier la valeur en mégamètres, mais c'est aussi de regarder ce qu'on appelle soit le DAR, le Duration Absorption Ratio, soit le PI, l'index de polarisation. Donc, c'est des nouveaux tests qu'on commence à faire qui nous permettent d'être moins influencés par la température. Parce que souvent, les gens ne sont pas au courant. Mais si je prends un exemple, un système rotatif, un moteur, puis que je vérifie la résistance d'isolation du moteur et que j'augmente la température de ce moteur-là de 10 degrés Celsius, bien, ma valeur d'isolation vient de chuter de moitié. Si j'ai juste pris une lecture d'isolation, puis je n'ai pas checké ma température, puis je n'ai pas compensé pour la température, ma lecture, elle ne vaut pas grand-chose. L'autre chose, après combien de temps j'ai pris ma mesure? Parce qu'au début, on va charger le système, puis à un moment donné, on va arriver au courant de fuite. Est-ce que je me suis rendu au courant de fuite? Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que les appareils aujourd'hui qui ont des fonctions plus avancées me permettent de pouvoir m'assurer d'une rectitude au niveau des mesures. J'ai pris la mesure après le bon nombre de temps. Est-ce que j'ai compensé la température? Est-ce que j'ai fait les tests de DAR, de PI, et ainsi de suite? Donc, toutes des choses qui peuvent être faites avec les bons appareils. L'oscilloscope. L'oscilloscope, qui est l'appareil lorsqu'on est aux études, en tout cas moi dans mon cas, qui était l'appareil incompris pendant des années et des années, jusqu'à temps que Fluke sorte leur premier appareil avec le mode automatique. Et ça m'a sauvé. On peut pas imaginer. Aujourd'hui, ils appellent ça le Connect and View. Mais je me souviendrai toujours dans mes cours en électronique d'essayer d'ajuster pour voir les formes d'onde, puis c'était pas clair dans ma tête. Une fois que j'ai eu cet appareil-là, puis que tout de suite, j'ai pas passé de temps à chercher, mais j'avais ma forme d'onde, après ça, je pouvais m'ajuster. Ça, c'est merveilleux. Fait qu'avec un bon oscilloscope, avec, dans ce cas-ci, aussi les entrées multimètres, bon, là, on est en mesure de faire plusieurs tests. Avec le Connect and View, on n'a plus à se casser la tête, on va tout de suite avoir la forme d'onde le plus idéal possible selon le signal qui est en train de regarder. Caméra thermique. Ben là, ça nous prend quelque chose avec une sensibilité accrue pour visualiser la différence de température. Ça va me prendre quelque chose avec une bonne résolution. Parce que dans votre cas, ben, il va y avoir, au niveau des panneaux solaires, soit des petits fils, ou dans certains cas, je vais peut-être à des distances assez grandes. Fait que si je n'ai pas une résolution adéquate,
je ne vais pas avoir les bonnes mesures. Ça, c'est une des choses que je me rends compte, moi, beaucoup, parce que c'est une de mes spécialités, la thermographie. Souvent, les gens n'ont pas la bonne caméra thermique. De ne pas avoir la bonne caméra thermique, c'est une chose. De ne pas le savoir, c'en est une autre. Fait que quand tu as une caméra thermique qui n'est pas adéquate, tu as des valeurs de température. Mais si tu ne sais pas que ces valeurs-là ne sont pas adéquates, ben, tu peux, sans le savoir, créer une problématique. Fait que c'est bon de connaître ton équipement. C'est bon de savoir c'est quoi ses limites. D'avoir un appareil aussi qui va être facile à utiliser, qu'on peut prendre dans le cas de flou, qu'on peut mettre des notes vocales, ou on peut même prendre des photos supplémentaires. C'est-à-dire qu'on peut prendre la photo de notre problématique, puis par la suite, on peut se servir de ce qu'on appelle les IR Photonotes, où là, je pourrais prendre des photos soit de ma plaque signalétique, soit d'un plan, soit de puis que je vais tout mettre ça ensemble. Puis lorsque je vais faire mon rapport, je vais pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là directement. Puis, ben, la synchronisation sans fil des images là, vers des systèmes Fluke Connect, ben, c'est un petit avantage qui peut être intéressant aussi. Vérificateurs de batterie, les analyseurs de batterie. La principale mesure va inclure la résistance interne de la batterie, la tension DC et AC, le courant DC et AC. On peut s'en servir aussi pour la tension des onduleurs, la fréquence et la température. Le mode de mesure en séquence permet un test de séquence automatique. Donc, on peut, un exemple, si j'aurais un réseau de batterie, j'ai 60 cellules de 2 volts pour faire mon 120 volts, bien là, au lieu de prendre chacune des cellules puis d'enregistrer la valeur de chacune, je peux configurer l'appareil, lui dire j'ai un banc de 60 cellules, chacune cellule a 2 volts. Puis là, à ce moment-là, je m'en vais avec mes deux pinces, je me mets sur la première cellule, puis là, j'entends un bip bip, ça veut dire que la lecture a été enregistrée. Je m'en vais à la deuxième cellule et ainsi de suite, puis je peux faire toutes mes cellules comme ça. Par la suite, je peux faire aussi la vérification de la résistance entre mes cellules, parce que toutes mes cellules sont toutes reliées ensemble. Fait que la problématique n'est peut-être pas la cellule elle-même, mais c'est peut-être le lien entre les deux. Fait qu'à ce moment-là, je peux faire aussi ce qu'on appelle le string, ou si j'aime mieux les interconnects de mes cellules. Puis je vais faire la même chose, je vais vérifier la résistance de chacune. Puis par la suite, je vais pouvoir émettre un rapport, puis là, on va être capable de voir les fluctuations. Si on est chanceux, puis qu'on a un banc neuf, puis qu'on a les informations du manufacturier, merveilleux. Si on n'a pas les informations du manufacturier, mais c'est un banc neuf, bien là, on peut trouver ce qu'on appelle notre baseline, donc c'est quoi la valeur de base de nos cellules. Puis là, bien, par la suite, comme on disait tantôt, quand on va se retrouver avec des valeurs de 80%, là, à ce moment-là, on commence à avoir des problématiques. Fait qu'on est capable, dans le logiciel, de nous sortir des beaux rapports vert, jaune, rouge pour ceux qui sont critiques, ceux qui commencent à être douteuses, puis ceux qui sont réellement plus bonnes. Puis à ce moment-là, ça me permet de vérifier plus rapidement. Analyseur de puissance, un must. On n'a pas le choix. Il y en a différents. Certains appareils qui sont plus précis que d'autres, comme le Norma 6004, ça c'est un des appareils les plus précis sur le marché dans les versions portatives, dépendant justement des tolérances qu'on veut. Ça, c'en est un qui a une précision de 0,1%, puis une bande passante jusqu'à 500 kHz. Une autonomie de 10 heures, donc on est capable de prendre des lectures pendant longtemps. Il y a aussi la possibilité de voir, dans certains cas, le AC et le DC en même temps. On peut avoir comme le 1777, qui est un appareil qui a été introduit cette année. C'est un appareil capable de capturer les transitoires là, de l'ordre d'une microseconde facilement, qui est capable de voir là, les transports rapides jusqu'à 8000 volts, les harmoniques jusqu'à 30 kHz. On est capable de faire la capture de tension, de courant, d'autres mesures. Puis ce qui est intéressant de cet appareil-là, c'est que lorsque tu vas l'utiliser, c'est que tu as deux modes. Tu as le mode troubleshooting, où là, l'appareil enregistre pendant 24 heures. Puis quand tu as un trouble, ben, tu arrêtes. Puis là, tu as le dernier 24 heures d'information. Ou tu as un autre mode où là, l'appareil, on peut déterminer à quelle vitesse qu'on veut aller. Puis là, on peut enregistrer pendant des semaines et des semaines d'informations. Puis encore là, on parle d'appareil catégorie 3000 volts, catégorie 4, 600 volts. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a besoin? L'imageur acoustique.
On a des problèmes de décharge partielle. On a des problèmes de corona. On a des problèmes d'arcing. Bien, ça, avec ces caméras-là, c'est des caméras qui vont capter les ultrasons. Lorsqu'on a des problèmes de décharge partielle, du corona, et ainsi de suite, on a de l'ultrason qui est généré. Avec l'appareil, on va être en mesure de le voir. On est même capable de le capter jusqu'à une distance de 120 mètres. On va pouvoir prendre une photo ou faire une vidéo qu'on va pouvoir par la suite analyser. Fait que ça devient un nouvel instrument qui a beaucoup d'utilité au niveau des potentiels de arcing, de corona, et ainsi de suite. Donc, en conclusion, on va commencer bien en testant correctement les défauts à la mise en terre. On va intégrer les tests dans notre workflow d'installation pour gagner du temps et de l'argent. On va éviter les problèmes couramment rencontrés dans les systèmes photovoltaïques. On va résoudre les problèmes d'harmonique dans l'installation. On va toujours travailler de façon sécuritaire, puis on va choisir les outils et les équipements correctement calibrés. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parfait. Ben, en avance des périodes de questions et réponses, merci beaucoup pour la présentation, Claude. Et tout le monde, c'est le temps de profiter de la présence, d'avoir un expert comme Claude avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Donc, utilisez la fonction chat ou la fonction questions pour poser toutes vos questions. Entre-temps, si vous avez des questions qui sont spécifiques à des produits qu'on a parlé d'aujourd'hui ou des prix, disponibilité, des questions spécifiquement techniques pour votre application, quelque chose comme ça, nous vous encourageons à visiter notre site web itm.com/fr pour la version française. Là, vous pouvez trouver nos listes de produits, les prix, disponibilité, fichiers techniques, les manuels si besoin. Et aussi, vous pouvez trouver toutes nos coordonnées et les différents moyens à nous contacter selon par téléphone, par courriel, par chat, n'importe quoi. Donc, c'est itm.com et nous serons heureux à vous répondre à toutes vos questions, tous vos besoins. On a une équipe très efficace. OK, on a une question. Est-ce qu'on a parlé beaucoup de produits, beaucoup d'instruments aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un kit fixe ou un kit de commencement pour les gens qui veulent aller dans l'entretien, installation ou la maintenance pour cette industrie-là, cette application-là? Bon, c'est sûr et certain, la plupart des appareils qu'on a parlé à la fin, que ce soit les appareils pour l'irradiation solaire, ça c'est un must, ça c'est spécifique à votre industrie. Les systèmes de vérification de batterie. On n'a pas le choix, on a besoin de vérifier les batteries. Bon multimètre, mais ça, on s'en sortira jamais. Une bonne pince en permettrait non plus. Oscilloscope, analyseur de puissance, ça c'est peut-être un peu moins utile, sauf lorsqu'on a des problèmes, mais ça nous prend un accès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des équipements, par contre, qu'on a aussi dans notre cas en location. Donc, si c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin constamment, bien, on a toujours la possibilité de louer cet équipement-là. Caméra thermique, selon moi, c'est un must. Une caméra thermique, juste pour voir si tu as dans ton panneau, ça c'est une des choses qu'on n'a pas parlé, mais si au niveau de ton panneau, tu as des cellules qui sont défectueuses, à l'aide d'une caméra thermique, on est capable de le voir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qu'une bonne caméra va nous servir. Fait que oui, il n'y a pas de kit de départ comme tel, mais ça nous prend plusieurs de ces équipements-là pour s'assurer le bon fonctionnement des systèmes. Parfait, c'est exactement la réponse. Je pense qu'on a besoin pour ça. Un petit rappel, si vous avez des questions, il nous reste à peu près 3 à 4 minutes. Donc, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction question et profitez d'avoir Claude avec nous aujourd'hui. En parlant de caméra thermique, est-ce qu'on peut utiliser une caméra pour inspecter les panneaux solaires et tout ça aussi, comme sur un trottoir ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut utiliser une caméra pour
d'inspecter les panneaux lui-même. Oui, bien, c'est ce que je mentionnais tantôt. Il y a plusieurs choses qu'on est capable de voir avec une caméra, que ce soit du côté solaire ou même à l'arrière. En faisant une bonne inspection, on va être en mesure là, de voir des phénomènes, soit des problèmes au niveau des connexions, des cellules qui ont été endommagées, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui peuvent être faites là, au niveau de la caméra. Par la suite, bien, là, on peut s'en aller en plus dans les panneaux d'interconnexion, voir s'il y a des problèmes de connexion. On peut s'en servir plus loin au niveau des bandes batterie. Bandes batterie, si j'ai des problèmes de connexion, si j'ai des cellules qui surchauffent, toutes des choses que je suis capable de voir avec une caméra thermique. Il y a tellement d'utilisation de la caméra thermique qu'honnêtement, c'est juste de s'assurer d'avoir le bon appareil. Il y a des appareils qui vont me permettre de savoir que j'ai une problématique, que ça chauffe, mais que je ne suis pas en mesure de m'assurer de combien ça chauffe. Donc, c'est là de bien connaître nos équipements. S'il y en a d'entre vous qui ont des caméras, qui ne sont pas certains si leur caméra est adéquate, n'hésitez pas de me contacter. Ça va me faire plaisir de vous expliquer c'est quoi la limitation de votre équipement, juste pour s'assurer que vous ne donnez pas une mauvaise information à un certain moment donné. Absolument, c'est certain ça. Donc, un rappel, comme Claude a juste mentionné. Donc, si vous avez des questions avec les équipements que vous avez déjà ou des questions pour acheter des équipements à nouveau et tout ça, n'hésitez pas de nous contacter itm.com/fr pour la version française, puis le Contact Us, puis page pour trouver notre courriel, notre numéro de téléphone et vous pouvez même connecter avec nous avec un chat live avec toute notre équipe d'experts de technique. Il nous laisse à peu près 1 minute. Si vous avez des questions juste à la fin, si dès qu'on déconnecte aujourd'hui, si vous avez des questions qui vous viennent après la présentation, encore itm.com pour trouver nos coordonnées et vous pouvez connecter avec un de nos staffs d'experts techniques pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour respecter le temps de tout le monde, on va couper la présentation qui est l'heure de questions et réponses à ça. Donc, un gros merci à tout le monde et à Claude encore pour présenter cette présentation et ce sujet aujourd'hui. Donc, au nom de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. Nous sommes disponibles, comme on a mentionné beaucoup de fois déjà, pour vous aider ou répondre à toutes vos questions, n'importe quelle manière. Visitez-nous simplement itm.com/fr pour tout ce dont vous avez besoin. Nos coordonnées, liste de prix, produits, disponibilité, n'importe quoi. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous apporter plus de sujets qui vous intéressent. OK. Nous avons des webinaires à venir dans les prochaines semaines et mois. À date, il nous reste un pour l'année 2022. Et notre cédule pour 2023 va être sur notre site web au peut-être mois de décembre, sinon mois de janvier. Donc, s'il vous plaît, visitez itm.com puis notre page de formation pour trouver toutes les dates. Et n'oubliez pas, en guise de vous remercier pour votre participation aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100$ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos canaux de médias sociaux. Donc, assurez-vous de nous consulter là-bas. Encore un gros merci à tout le monde et un gros merci à Claude pour la présentation et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée.